Bonjour, aujourd'hui je suis avec Malika, qui est une cédante qui a vendu son entreprise à deux chômeurs, en crédit vendeur, en crédit bancaire, mais tout ça sans être caution et surtout sans apport. Bonjour Malika. Bonjour Pedro. Alors, avec Malika, on s'est rencontrés par hasard. Donc, elle a vendu son entreprise et derrière, tu voulais encore entreprendre, peaufiner la reprise de d'autres boîtes. Et donc, du coup, tu étais intéressé pour donc peaufiner tes connaissances, alors que tu en avais déjà parce que tu avais vendu ta boîte, mais en rentrant dans l'académie de reprendre l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et que tu m'as raconté ton histoire qui est quand même assez incroyable. Tu as vendu à deux personnes qui étaient au chômage, en crédit vendeur en partie, en crédit bancaire. Ils n'ont mis aucun apport de leur poche et en plus de ça, ils ne sont même pas caution des crédits qu'ils ont fait. C'est exactement. Ça, je te laisse du coup me poser un peu le décor de tout ça. Ok, c'est exactement ça. Hein. C'est que moi, j'avais une entreprise donc, de bâtiment dans la rénovation énergétique et je commençais à arriver au bout. En tout cas, j'étais gérante gestionnaire et je m'occupais absolument de tout. Et j'étais au bord du burn-out. Et, Alors, en clair, ce que tu veux dire, c'est qu'il y a le visionnaire et le gestionnaire, ce qu'on dit toujours. Exactement. Toi, en clair, en fait, dans la rue vers l'or, ceux qui sont enrichis, c'est pas ceux qui ont trouvé chercher l'or, mais c'est ceux qui ont la pelle et la pioche. Et toi, aujourd'hui, en fait, tu fournissais la pelle et la pioche et en plus, tu creusais en plus avec les équipes. Donc, du coup, burn-out total. Et du coup, si tu peux nous situer un petit peu l'entreprise que tu avais, si tu veux nous donner des chiffres aussi sur le chiffre d'affaires qu'elle faisait, pourquoi tu as vendu. Et après, comme ça, tu nous raconteras après l'histoire, comment les deux chômeurs, que j'appelle deux chômeurs, mais bravo à eux en tout cas, ont ensuite la rencontre avec ces deux personnes-là. D'accord. Donc, concrètement, moi, j'ai créé en 2013. Si je reprends au début, j'ai créé en 2013 dans le sud de la France avec mon frère en associé. Sauf qu'on ne connaissait pas du tout le secteur parce qu'on n'était pas du sud de la France. On a eu beaucoup de mal. Et puis, ça a été un échec. On n'a pas pu se sortir de revenus. Donc, on a pris la décision de mettre en sommeil l'entreprise et de repartir chacun de son côté en tant que salarié. Sauf que moi, j'avais toujours cette envie d'entreprendre, donc je le gardais un petit peu au fond de ma tête. En parallèle à ça, tu étais militaire, tu es parti. Exactement. Enfin, voilà, moi, je suis de la région parisienne. J'ai été mutée dans le sud de la France parce que j'étais militaire, donc j'ai fait 5 ans à l'armée. Et c'est à la suite de ça, parce que concrètement, je m'ennuyais et j'avais besoin de plus. J'avais vraiment cette envie d'entreprendre qui était ancrée en moi. Et donc, en 2013, j'ai décidé de sauter le pas. J'ai pris mon frère avec moi et je lui ai dit, allez, on crée notre boîte. Donc, voilà, au bout de 2 ans, on n'a pas réussi vraiment à se sortir vraiment du revenu. Donc, on a pris la décision de mettre en sommeil, d'avoir un stand-by. Chacun a repris sa vie de son côté. Donc là, c'était quand même une pure création. Exactement. De zéro, et c'est là la difficulté qu'on dit toujours, éviter de créer parce que c'est compliqué, il n'y a pas de clients, on fait tout, et encore là, vous étiez à deux, donc du coup ça a quand même divisé le travail en deux quand même si ça n'a pas fonctionné comme vous l'avez voulu, mais voilà, ça c'est compliqué. Ouais. C'est exactement ça, mais en fait c'est surtout, je pense qu'on n'a pas réussi à avoir assez de clients, enfin on n'était pas des commerciaux dans l'âme, mais voilà, on n'avait pas cette stratégie commerciale en tout cas. Et donc, mon mari étant aussi militaire, il a été muté en 2018. Donc, on est revenu sur la région parisienne en 2018. Et en 2019, j'ai pris la décision de reprendre l'entreprise, mais plutôt orientée pompe à chaleur, ballon thermodynamique. Donc, c'est de la rénovation énergétique ainsi que les menuiseries extérieures. Bravo, en plus, pour une femme, franchement, ça doit être misogyne, franchement, bravo. Être dans le bâtiment pour une femme, c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais bon, quand on s'y connaît, du coup, moi, j'étais très technique. Donc, j'ai pu gagner la confiance le respect, on va dire, plutôt de mes salariés grâce, exactement, grâce à mes connaissances techniques, en tout cas. Donc, ça se passait très bien. Ça a monté vraiment en flèche, là, pour le coup. Rien à voir avec 2013, 2019. J'ai vraiment
pris confiance en moi en fait pendant toutes ces années et ça a permis vraiment d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc pour parler chiffres, 2019, j'ai repris en juin 2019. Juste avant le Covid. Ouais, juste avant le Covid, en juin 2019. Et première année, donc c'était une demi-année, hein, une première année, j'ai fini à 290 000 euros, donc c'était une toute petite année, et sans salarié, pour le coup. Et la dernière année ou l'année où tu as vendu? Et l'année où j'ai vendu, 1,2 million. Ouais, donc en 3 ans... En 3 ans et demi, même pas, voilà, en 3 ans et demi, c'est ça. C'est une belle boîte. Hein. Exactement. Clair, hein, donc, Mais voilà, beaucoup trop gestionnaire pour le coup. Je m'occupais absolument de tout, de la prospection, de la vente, des dossiers clients, parce qu'il y a beaucoup d'aide dans la rénovation énergétique, donc je montais tous les dossiers clients. De la compta, parce que je n'avais pas trop confiance aux comptables. Du coup... Et après, j'envoyais mes techniciens à la pause. Et quand il y en avait un qui était en plus absent, je le remplaçais sur les chantiers. Et je faisais aussi tous les SAV parce que mes techniciens faisaient les pauses. Donc, je ne pouvais pas les envoyer sur les SAV. Donc, je m'occupais aussi du SAV. Ce qui fait que je m'occupais de tout, de trop de choses. Donc là, vraiment, c'est clair, là, vraiment pur gestionnaire. Et donc, du coup, tu es arrivé un peu au bout. Et qu'est-ce que ça... Exactement. Alors, quand tu arrives un peu au bout, c'était quoi? La décision de vouloir vendre, pourquoi tu as voulu vendre? Ça a été beaucoup mes enfants, parce que je suis mère de 3 enfants, et où ils me disaient, mais maman, on te voit pas, quoi. Enfin, t'es pas là. Pourtant, je travaille à la maison, donc en fait, t'es là, mais t'es pas là. Donc, moi, il n'y avait pas de vacances. Enfin, je prenais 1 semaine dans l'année. C'est difficile. Exactement. Donc, ça a été difficile pour mon mari et mes enfants. Et donc, je me suis dit, non, c'est plus possible, je peux pas continuer comme ça. Je gagne très bien ma vie, certes, mais ça ne fait pas tout. Donc, du coup, j'ai eu cet appel en fait, de mon expert comptable en avril, lors du bilan, où il m'appelle et il me dit super, ça a été une superbe année et tout. Alors, qu'est-ce que vous projetez pour l'année prochaine? Voilà, c'est très bien. Et là, je lui dis, mais je ne projette rien du tout. Je veux fermer, j'en peux plus, j'en ai marre. Ça va pas, et c'est de là où il m'a dit non mais vous pouvez pas fermer, enfin on va trouver une solution, j'ai peut-être des personnes qui peuvent être intéressées, et ça s'est passé comme ça, et en fait il m'a mis en relation, donc en fait c'est notre expert comptable, c'est l'expert comptable qu'on a en commun. Ok. Donc, moi, maintenant que tu connais un peu l'histoire, donc en clair, là, tu es arrivé au bout, hein, en clair, t'en pouvais plus, tu voulais vendre. Donc, du coup, l'expert comptable t'a mis de mèche avec 2 autres personnes qui avaient créé, si je ne me trompe pas, une boîte qui était un petit peu comme... Similaire à la tienne, mais ils étaient au chômage. Ça faisait quelque temps qu'ils avaient créé la boîte, mais ils ne gagnaient pas d'argent avec. Ils étaient au chômage en parallèle à ça. Et en fait, justement, eux, ils avaient finalement... Enfin, eux-mêmes ne savaient pas, c'est le comptable qui les a présenté avec toi, mais du coup, eux, ils ont eu l'opportunité de faire une chose que je conseille toujours, c'est de faire de la croissance externe, c'est-à-dire racheter d'autres boîtes, d'autres savoir-faire pour aller beaucoup plus vite. Et c'est ce qui s'est passé pour eux. Donc, eux, en clair, on part du principe qu'ils faisaient presque rien, pas de chiffre d'affaires. Ils ne se payaient pas et c'était juste le chômage qui les payait. Et donc, du coup, ils pouvaient complètement, reprendre ta boîte parce qu'ils connaissaient le secteur. Mais la difficulté, c'était de pouvoir la financer. Et sans apport, en étant au chômage, parce qu'ils avaient une boîte à ce jour, les 2 repreneurs, mais c'était pire que s'ils n'avaient pas de boîte, parce que de toute façon, leur boîte ne fonctionnait pas, enfin, en tout cas, ne décollait pas. Elle était toute récente, voilà. Elle ne décollait pas, il fallait attendre encore moins 2-3 ans avant que ça tourne. C'est ça. Bien, donc là, c'était vraiment aux prémices, donc voilà, compliqué de se faire financer. Et donc dis-nous un peu comment ils ont fait après les péripéties un peu pour... Alors, je connais pas forcément exactement toute l'histoire, mais concrètement, en tout cas, l'expert comptable leur a vendu comme une belle opportunité dans le sens où ils allaient gagner du temps, ce qui n'est pas faux, hein, parce que moi, la première année, j'ai quand même galéré pour avoir les qualifications, les techniciens, hein, parce que le recrutement, il est quand même aussi important. Donc, eux, ça leur a permis en fait de gagner quasiment 3 ans en rachetant l'entreprise, de pouvoir aussi se payer tout de suite parce que l'entreprise est rentable et en plus, moi, j'avais un salaire. Donc, du coup, ça a coupé parce qu'on a eu un problème technique. Donc, du coup, tu disais qu'ils ont gagné 3 ans, donc du coup, sur leur création elle-même.
Mais la problématique, c'était le financement. Et donc après, ils ont été voir les banques, c'est ça? C'est ça. Donc, ils ont été voir les banques. Un courtier au début. En fait, ils ont pris le courtier. Juste pour dire, parce qu'on ne peut pas donner de chiffres, parce qu'il y a un accord de confidentialité, mais là, on était sur plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Hein. Ça ça. vague, mais ce n'était pas non plus un projet à 20 000 euros. Je veux dire, Non. Il fallait quand même pouvoir le financer. Et en sachant que c'était une boîte qui faisait 1,2 million de CA dans les meilleures années. Et donc, du coup, ils sont partis voir les banques. Et là, du coup... Donc, ils sont partis voir les banques. Ils ont eu quelques refus, notamment avec le courtier. Ils ont vu un courtier qui leur a fait perdre pas mal de temps et où ils ont eu des refus parce que il y avait le manque d'expérience et le fait qu'il n'y ait pas d'apport, voilà. Donc, qui a fait qui a donné les premiers refus en tout cas. Par la suite, ils ont été voir la BPI pour c'est une caution de l'État. Hein, c'est ça. C'est pour ne pas être caution, entre guillemets. C'est l'État qui se porte caution pour nous. Et en règle générale, souvent, on peut réussir à avoir cet organisme BPI, justement, qui se met caution pour nous. Et donc, du coup, après, ils sont partis chercher donc, le financement en banque, c'est ça? Exactement. Donc, ils ont démarché plusieurs banques. Ils ont eu quelques refus et après, ils ont pu voir avec leur propre banque, d'ailleurs, pour pouvoir financer le projet. Mais la banque était OK à la seule condition que Kesson Initiative les suive. Et son initiative, voilà. Donc là aussi, pour que j'en comprenne, c'est, encore une fois, c'est des aides régionales en général. C'est ça. Et c'est pour avoir de l'apport. Finalement, c'est eux qui vont se porter caution pour qu'ils aient de l'apport. 10, 20, 30, 40, il y a un maximum, je ne me souviens plus c'est quoi exactement. Je ne saurais pas te dire s'il y a un maximum. En général, c'est pas non plus, ils ne vont pas te donner 200 000 euros d'apport. Non. Mais ils vont te prêter de l'argent, 10, 20, 30, 40, 50 000 euros souvent. Et cet argent-là, ça sert d'apport. Et normalement, cet argent-là, avec son initiative, ce genre de dispositif, on n'est pas caution en général. Et c'est ça aussi le gros avantage. C'est que donc, du coup, ça leur permet d'avoir un petit apport, mais c'est en forme de crédit, qui ensuite, après, donc, ils allaient voir les banques avec cet argent-là. C'est ça. C'est ça qu'ils voulaient avoir. Voilà, c'était une sorte de prêt d'honneur. Et grâce à ce prêt d'honneur, ils sont partis voir les banques. Donc, parce que Kesson Initiative les suivait, du coup, la banque a pu les suivre. Un cercle vertueux. Voilà. Et la BPI étant caution du prêt bancaire. Donc, voilà. En fait, ça a été vraiment un mélange des trois. Mais je pense que c'est beaucoup le prêt de la région en fait qui a déclenché en fait le reste, parce que sans celui-ci ils n'avaient pas d'apport et du coup le prêt bancaire ne passait pas et la BPI servait plus à rien. Et en plus dans tout ça il y a aussi une partie qui a été en crédit vendeur. Ça n'a pas été la plus grosse partie, mais eux ils ont eu vraiment 3 choses. Donc c'était des personnes qui ne gagnaient pas leur vie, ils se payaient par le chômage. Ils ont fait un crédit bancaire où je crois que tu l'as pas dit, il me semble, mais ils n'étaient pas caution. Non. Parce que c'est BPI qui s'est mis intégralement caution de leur prêt. Et ils ont eu aussi, pour l'apport, un autre petit crédit, un prêt d'honneur, où ils ne sont pas non plus caution. Et pour finir, ce qui manquait, ça a été fait en crédit vendeur. Voilà. Le crédit vendeur, en fait, ça a été concrètement le complément le complément de prix. Parce qu'il s'est passé quand même 6 mois avant la vente. Et pendant ces 6 mois-là, l'entreprise tournait et a eu des bénéfices. Et ce bénéfice-là, on ne l'a pas compté en fait dans le crédit, dans la vente. Vis-à-vis des banques. En fait. C'est ça, vis-à-vis. Exactement. Les banques, ils n'étaient même pas au courant de ce montant-là. Parce qu'il a été calculé à la fin, concrètement. Il avait été au début, je pense que c'est une bonne chose. Si les banques aiment bien quand il y a un mix de crédit vendeur et crédit bancaire, parce que en fait, ça montre aussi qu'ils ne sont pas les seuls à prendre le risque. Oui. Que c'est pas dérangeant. Donc, pour vous, ça a été un hasard que ça a été fait à la fin parce qu'à l'arrêté des comptes, vu que ça met quelques mois avant de se vendre, on s'est rendu compte qu'en fait, la vente devait être plus chère que ce qui a été initialement prévu. Mais du coup, ça s'est fait en crédit vendeur. Du coup, c'est avec la trésorerie de la boîte, finalement, que toi, tu as été payé après, une fois que tu as revendu. Exactement. Donc, c'est pour ça que c'était vraiment... C'est des remontées, voilà. Exactement. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un deal structuré. Oui. Donc, avec plusieurs façons de financer. Le bancaire, le crédit vendeur et le prêt d'honneur. Mais dans tous les cas, ce qu'on doit retenir, c'est que c'était sans être caution, ni pour l'un ni pour l'autre. Et ça, c'est juste... Franchement, c'est extraordinaire. Et en plus, toi, là, vraiment, tu veux nous faire un petit témoignage en tant que cédante. Franchement, c'est génial.
Et donc, en plus, si je ne me trompe pas, les deux acheteurs ne sont pas du tout repreneurs de base. Ils ne connaissaient même pas le crédit vendeur, le crédit bancaire. Ils ne savaient même pas qu'il peut y avoir des prêts d'honneur, tout ça, ils ne savaient pas. C'est toi qui les as aidés ou ça a été la force des choses Alors, ça a été un peu la force des choses, mais après, moi, j'ai pu les aider sur tous les documents de l'entreprise, tout ce qu'il fallait fournir pour monter le business plan. Mais c'est vrai que moi-même, moi, j'étais gérante de l'entreprise, je n'avais jamais racheté, donc je ne savais pas trop le processus. Ils ont été aussi aidés par l'expert comptable, mais après, ça a été, c'était pas si compliqué que ça. Donc, ils ont tout simplement répondu à toutes les questions et fourni tous les documents nécessaires. Et puis, ça s'est fait comme ça. Mais c'est vrai, comme tu le dis, hein, c'est vrai que c'est quand même deux métiers différents, mais qui sont complémentaires. C'est-à-dire que d'être chef d'entreprise et être repreneur d'entreprise, c'est quand même deux choses différentes. Bien sûr. Toi, aujourd'hui, tu sais très bien ce que c'est les chefs d'entreprise maintenant. Mais maintenant, c'est aussi pour ça que tu es rentré dans l'académie, c'est parce que tu as des connaissances, tu as appris en plus des choses en vendant. Et maintenant, tu vas encore plus peaufiner cette histoire de repreneur. Vraiment, c'est, comme on le dit, c'est quand même deux choses différentes. Et comme ça, maintenant, l'idée, après, tu nous diras un petit peu tes projets à venir, mais que ça, tu nous diras après ce que tu veux faire. D'ailleurs, juste après, là, je vais vous donner un petit peu un tips de comment faire pour éviter justement de payer une plus-value sur la vente, mais ce sera après. Mais en tout cas, voilà. Et avant toute chose aussi, pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe privé, si vous voulez aller un peu plus loin, il y a un groupe privé juste en dessous, il suffit de cliquer, vous nous rejoignez. Donc, on est plusieurs milliers dans ce groupe pour pouvoir échanger sur l'achat d'entreprise. Et donc, du coup, aujourd'hui, tu as gagné donc, de l'argent avec la vente. Là, on ne va pas parler de chiffres parce qu'il y a quand même un secret de confidentialité. Avant de parler de ce que j'allais dire là, quels sont, toi, tes projets? Est-ce que dis-nous un peu ce que tu veux faire là pour la suite? Concrètement, étant passé par le poste, on va dire, chef d'entreprise et avoir cette vision de gestionnaire, maintenant, je ne veux plus être dans l'entreprise. Je veux vraiment être au-dessus, vraiment piloter une entreprise, mais sans... Visionnaire. Quoi. Voilà, vraiment être en mode visionnaire. Exactement. Donc, le but, c'est vraiment de reprendre des entreprises. Donc, c'est pour ça, après avoir lu ton livre, je me suis dit, mais oui, c'est totalement ça, parce que j'ai toujours cet esprit d'entreprendre. Donc, je veux toujours entreprendre. Je veux reprendre des entreprises, mais vraiment en étant en dehors de l'entreprise et être vraiment visionnaire. Parce que étant passé par la case gestionnaire, je sais que c'est vraiment plus du tout ce que je veux. Pour le coup, bien que je le regrette pas du tout, loin de là. Mais... Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas duré trop longtemps. Oui. C'est ça ce que tu as vu. Oui. Et le gros avantage maintenant que Malika a, c'est que comme tu as vendu ta boîte, normalement, il faut payer de l'impôt sur cette plus-value. Exactement. Mais il y a une stratégie, il y a une loi qui permet, dis-moi si je me trompe, de pouvoir réinvestir la somme que tu as gagnée sans payer de plus-value, à la seule condition, c'est que tu l'as réinvesti dans les 2 années, 2 ans si je ne me trompe pas, à venir pour investir dans d'autres sociétés. Alors exactement, c'est totalement ça, mais en gros, j'ai dû créer une holding et apporter mes parts à la holding avant la vente, de manière à ce que ce soit la holding en fait qui vend les parts de la société et non pas moi. Alors j'ai quand même gardé une partie pour moi pour pouvoir en fait échapper. Alors c'est pas vraiment échapper à la plus-value parce qu'on la paye au bout d'un moment quand on vendra les parts de la holding. C'est un report, exactement. C'est meilleur avant de faire fructifier. C'est ça. En fait, c'est un report d'imposition qui permet. Tu gagnes. J'ai gagné énormément dans le sens où... Tu gagnes presque 25-30% quand même. C'est ça. Donc c'est quand même pas mal. C'est ça. En fait, la seule obligation, c'est de réinvestir 60% de ses gains, donc de la plus-value. 60%, c'est au minimum 60% de la plus-value de les réinvestir dans les 2 ans dans une entreprise commerciale. Alors, ça ne peut pas être du patrimonial, donc ça ne peut pas être dans de l'immobilier pur, locatif. Par contre, ça peut être dans du marchand de biens. Donc parce que le marchand de biens, c'est une entreprise commerciale. Donc Et sachez que beaucoup de comptables ne le savent même pas. Donc ça, c'est un sacré tip qu'elle vous donne. Ouais. C'est-à-dire que là, en plus, vous êtes beaucoup d'investisseurs immobiliers là-dedans. C'est-à-dire que là, avec l'argent qu'elle a, elle peut se servir de l'imposition de la plus-value qu'elle aura dû payer. Elle peut s'en servir finalement pour investir dans l'immobilier
mais en tant que marchand de biens. Voilà, pas en SCI. Voilà. C'est ça. Marchand de biens, SAS, c'est commercial, donc c'est de l'achat-revente. Donc là, c'est faisable. Donc, soit dans le marchand de biens, ou alors dans une entreprise de traduction. Exactement, dans de la reprise. Voilà. Mais dans la reprise. Donc, du coup, ça permet en plus de faire un bel effet de levier maintenant, ta reprise. Donc, franchement, déjà, chapeau pour tout ce que tu as fait, parce que c'est vraiment quand même... tu as monté ta boîte très rapidement et assez rapidement, et tu as fait un bel exit. Et ça a été un hasard, mais tu as pu trouver les bons repreneurs aussi. Tu es vraiment fait pour reprendre ton entreprise. Et chapeau à eux, parce que du coup, sans apport, sans crédit bancaire, avec un crédit bancaire, mais sans dette caution, plus une partie en crédit vendeur, enfin, ils ont eu aussi la totale. Je pense que moi, je connais les chiffres. Je trouve que franchement, tout le monde a été gagnant dans l'histoire. Et toi, là, maintenant, tu as vraiment de quoi faire pour rebondir bien comme il faut. Tu sais ce que c'est que d'être gestionnaire. Tu as l'expérience dans l'entrepreneur. Et tu as lu mon livre. Et en plus, il te forme pour l'académie. D'ailleurs, je conseille tout le monde de rejoindre l'académie. Pourtant, je pensais vraiment savoir beaucoup de choses. Enfin, je sais quand même pas mal de choses, mais on en apprend tous les jours et je pense que j'en apprendrai jusqu'à ma mort. De toute façon, c'est le but. C'est ça qui est génial. Mais j'en apprends, mais pour le coup, tu vois, le marchand de biens, je ne savais pas qu'on pouvait. Alors, ça a été une grosse question parce que tout de suite, moi, je voulais investir dans l'immobilier. Donc, l'expert comptable m'avait dit non, ce n'est pas possible. Vous avez l'obligation de réinvestir 60%, mais dans une entreprise commerciale, l'immobilier, c'est du patrimonial. Et en fait, à force de me renseigner sur Internet, de regarder les textes, j'ai même acheté un livre sur la holding et j'ai pu prouver par A plus B que le marchand de biens étant une entreprise commerciale, en fait, le bien immobilier n'est pas considéré comme un bien immobilier, mais comme un produit. C'est logique, voilà, c'est comme un produit lambda. Donc, on l'achète, on le revend. D'ailleurs, on a l'obligation de revendre dans les 5 ans en tant que marchand de biens. Donc, et on signe, un document chez le notaire. Donc, du coup, oui, c'est une entreprise commerciale et oui, ça rentre dans ces entreprises qu'on peut reprendre et du coup reporter la plus-value. Ouais, c'est bien. Donc voilà, en tout cas, écoute, merci beaucoup Malika, c'était vraiment super intéressant. Je sais que tu as apporté beaucoup de valeur à tous ceux qui vont nous regarder, aux membres de l'académie, à ceux qui ne sont pas membres de l'académie. En tout cas, merci beaucoup. Et de toute façon, on se retrouve bientôt quand tu reprendras quand tu reprendras ta première boîte, pas la créer, quand tu reprendras. Oui, j'espère. J'espère que tu viendras ici nous la représenter. Ce sera avec grand plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup pour venir en tout cas. C'était cool. Et n'oubliez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook juste en dessous. Voilà, à bientôt. Merci, à bientôt.